avertir juste après, mais bon, là, je vous le dis tout de suite. Et je commence. Alors, malheureusement, pour ceux qui connaissent Google Meet, là, je ne vous verrai plus le visage. Je dois aller sur ma présentation PowerPoint. Alors, si jamais vous levez la main ou quoi que ce soit, je ne vous entendrai pas. Donc, on commence avec quelques petites consignes pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Bon, je vous l'ai dit, la présentation est enregistrée. Je vous demande de désactiver vos micros. Je vais le faire moi-même par la magie d'Internet. Ça y est, j'ai désactivé tout le monde. Ensuite, je vais vous demander de m'envoyer vos questions, vos commentaires dans le clavardage. Donc, moi, ça m'arrive souvent d'écouter des gens parler, puis là, j'ai une question, puis j'ai rien pour noter. Mettez-la dans le clavardage, mettez vos commentaires dans le clavardage, on y arrivera à la fin. Normalement, je devrais prendre 40 minutes pour parler, et puis ensuite, ça va être un 20 minutes, là, plus ou moins, pour les questions. Et puis, si jamais il y avait un problème technique, restez à l'affût de vos courriels. Là, je me suis vraiment préparé à tout. Vous allez le comprendre pour sur la prochaine diapo. En fait, je suis un ex-ingénieur, ou en fait, je ne devrais pas dire un ex-ingénieur, mais j'ai une formation de génie. Alors, j'aime ça tout prévoir et tout planifier pour être sûr que je ne vais rien rater. Et donc, j'ai un bac en génie, j'ai un certificat en gestion de projet, puis j'ai fait un MBA après ça. Et la pandémie est arrivée, ça a été une gentille gifle sur le visage. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est pas vrai que je vais faire un autre 20 ans là-dedans. J'ai besoin de me rediriger dans quelque chose qui me passionne vraiment. Et j'ai donc choisi de créer Foremix, dont je vais vous parler de la prochaine diapo. Alors, j'ai fait un certificat en nutrition, en conditionnement physique, en sommeil, en gestion du stress. Ça faisait, je vais dire que ça fait depuis 17 ans que je m'intéresse à la santé. Je ne sais pas si vous avez compris, le 17, c'est parce que ça fait 17 ans qu'on est ensemble, Pascal et moi. Mais je vous dirais que de manière plus précise, là, je pense que ça fait 10 ans. Ça fait depuis 2013 spécifiquement. Alors, donc, qu'est-ce que Foremix? Foremix, c'est une entreprise de coaching privé en saines habitudes de vie. C'est quoi des saines habitudes de vie? Eh bien, on essaie de garder des saines habitudes pour le sommeil, pour la gestion du stress, pour ce qu'on mange et pour les activités physiques qu'on fait, qui sont finalement les 4 piliers de la santé. Et comme je vous ai dit, je suis ingénieur. Moi, j'ai besoin de voir les données avec lesquelles je travaille. Puis là, je ne veux pas vous réduire à des données, mais dans mon approche, ma première étape, c'est un rapport d'évaluation. En fait, je vais évaluer mes clients selon ces 4 critères-là, selon leur sommeil, leur gestion du stress, la nutrition, les activités physiques. Alors, je vais vous demander pendant 2-3 semaines de me remplir un journal quotidien sur une application, puis ensuite, je vous prépare un rapport d'évaluation, puis c'est un rapport de 4 pages dans lequel je vous émets mes observations et mes recommandations sur chacun des 4 piliers de la santé. C'est court, c'est concis, c'est steak, blé d'Inde, patate, comme on dit bien. Fait que ça, c'est ce que Foremix offre. Ensuite, je fais du coaching, bien entendu, après le rapport d'évaluation. Si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, ça va me faire plaisir. Maintenant, passons au sujet principal de ce soir, qui est le sommeil. Alors, le sommeil, c'est quoi? Ben, je commence par vous dire que ça représente 33 de votre existence. Donc, sur une journée de 24 heures, en moyenne, vous allez dormir 8 heures, puis vous allez en passer 16 autres à faire des activités quelconques. Le sommeil, plus spécifiquement, quand on regarde ça, c'est des cycles. Okay? C'est en moyenne pour les adultes, là, ça varie pour chaque adulte, mais en moyenne, c'est 90 minutes. Donc, sur une soirée, vous allez faire un 5 à 6 cycles par nuit. Okay? Vous allez vous endormir à 10 heures, puis autour de 11h30, vous avez passé votre premier cycle et ainsi de suite jusqu'au petit matin. Dans chacun des cycles, ou en fait dans toute la phase, mais dans chacun des cycles, vous avez 3 phases. Okay? Donc, dans le 90 minutes, vous allez passer à travers un sommeil léger, puis un sommeil profond, puis un sommeil paradoxal, puis vous vous réveillez légèrement, ensuite pour retomber dans le sommeil léger, puis vous repartez comme ça 5 à 6 fois. Je vous dis ça parce que ça va être important pour ce qui va suivre ensuite. Le sommeil léger, on n'en parlera pas, mais le sommeil profond et paradoxal qui accapare dans un individu standard qui accapare quand même 50 de la soirée. C'est important parce qu'en fait, les deux ont un rôle très important. Le sommeil profond,
c'est essentiellement de la récupération physique et mentale. OK? Donc, vous êtes fatigué parce que vous avez couru un marathon, parce que vous êtes stressé, parce que vous avez couru après les enfants, peu importe c'est quoi, vous avez accumulé une fatigue physique. C'est le sommeil profond qui va vous aider à récupérer. Vous êtes fatigué parce que, bon, le stress, le stress mental, ça cause un stress physique, mais admettons que vous avez eu une grosse présentation à 7 heures le soir devant des gens que vous ne connaissiez pas, puis ça vous a stressé, ben ça, c'est la fatigue mentale. Alors, encore une fois, c'est le sommeil profond qui vous aide. Donc, le sommeil profond, très important, et il est très dominant dans les premiers cycles de la nuit. Fait que, je vais dire, dans les 2 premiers, peut-être 3 premiers cycles de la nuit, on a beaucoup de sommeil profond et peu de sommeil paradoxal. Dans les prochains cycles ou dans les derniers cycles, là, le sommeil, mettons 5, 6 ou 4, 5, 6, là, il y a un switch qui se fait, puis on tombe surtout dans du sommeil paradoxal qui, lui, finalement, est le nettoyage de toutes vos connexions neuronales. OK? Donc, quand vous apprenez quelque chose, quand vous avez un souvenir, quand vous voyez quelque chose puis vous l'enregistrez dans votre mémoire, tout ça, c'est enregistré à travers des neurones. Et puis, comme vous pouvez vous l'imaginer, on a des milliers de milliards, donc des trilliards de neurones. Éventuellement, quelqu'un doit faire le ménage là-dedans. Fait que le sommeil paradoxal, c'est un peu son travail. Juste vous aviser, là, je simplifie ça extrêmement beaucoup, là, mais c'est pour qu'on se comprenne. Fait que sommeil profond, c'est récupération. Sommeil paradoxal, c'est grand nettoyage. Là, si j'ai ou une plutôt, recommandation à vous faire ce soir, une affaire que vous devriez absolument retenir là, à travers ma présentation, c'est pour ceux que ça implique, là, il y a peut-être des gens qui ne se sentent pas touchés par ça, mais ce serait de vous coucher avant minuit. Parce que avant minuit, les études ont démontré que vous allez être capable de maximiser votre sommeil profond. Donc, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil profond. Et rappelez-vous, qui dit sommeil profond dit récupération physique et mentale. Donc, les gens qui vont se coucher à 1 heure ou à 2 heures du matin, puis qui vont quand même faire des nuits de 7-8 heures, sachez que vous n'êtes pas nécessairement en train de vous reposer de la bonne façon. Vous êtes peut-être en train de sacrifier votre sommeil profond et éventuellement, il va peut-être avoir des conséquences. Justement, en parlant des conséquences, quelles sont-elles? Eh bien, elles sont nombreuses. Ah, quand je change la... Bon, je vais rester sur mon PowerPoint. Je ne pourrais pas vous voir 2 secondes. Alors, elles sont nombreuses. Il y a toute une liste qui va dérouler. Puis, vous avez peut-être remarqué, si vous avez l'œil fin, que j'ai mis une police plus petite pour pouvoir en rentrer le plus possible dans la diapositive pour que ça fasse boum, que ce soit pertinent. Mais finalement, un manque de sommeil, ben, ça peut être lié à tout. Tous les problèmes de santé auxquels vous pourriez penser là, pourraient être causés principalement ou de manière secondaire par un manque de sommeil. Alors, je ne sais pas là-dedans s'il y a des affaires qui vous parlent plus que d'autres, là, mais vous pouvez voir, c'est vraiment très, très large. On parle autant d'anxiété que de problèmes digestifs, que de cancer, que de troubles de l'humeur, des problèmes avec des relations sociales et ainsi de suite. Donc, vraiment, le sommeil ratisse très large. C'est pour ça que dans mes 4 piliers de la santé, je l'avais mis en haut parce que pour moi, ben, c'est le MVP, là, le Most Valuable Player. Donc, pour moi, le sommeil, c'est vraiment la première affaire à canner. Après ça, vous pourrez commencer à travailler le reste. Ceci dit, si vous préférez commencer par de la nutrition, peu importe, ça se fait, là, mais le sommeil est vraiment important. Maintenant, pour en arriver à les astuces, le crux de la soirée, comme on dit pour ceux qui font de l'escalade, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous, mais donc la première astuce pour mieux dormir, ça va être de respecter son rythme circadien. Qu'est-ce que le rythme circadien? C'est un rythme qui dure environ une journée. OK? Donc, circa veut dire environ, dien vient de diem qui veut dire jour, donc ça dure environ 24 heures. Pour être encore plus précis, dans votre cerveau, vous avez une horloge. OK? Donc, pour ceux qui aiment ça, les mots compliqués ou les mots Scrabble, ça s'appelle le noyau suprachiasmatique. Et cette horloge,
Ben, c'est comme dans une usine. Ok, je vais faire la comparaison avec une usine, c'est plus simple, mais dans l'usine, les gens doivent savoir quand c'est le temps d'aller à la pause, quand c'est le temps d'augmenter la cadence, quand c'est le temps d'arrêter quelque chose. Tu sais, on est tous régis par le temps. Notre corps est régi par cette horloge-là. Et c'est important de savoir ça parce que l'horloge, elle fonctionne avec la lumière. Donc, quand le soleil se lève, vous pouvez imaginer qu'il y a des systèmes qui se mettent en marche. Quand le soleil se couche, il y a des systèmes qui se couchent aussi. Puis, il y en a d'autres qui s'allument. Fait que, tu sais, tout est très bien coordonné là-dedans. Et puis, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on est dans une époque moderne, si on peut dire ça, là, qui nous brouille les ondes, tu sais, qui nous brouille la réalité de ce qu'on est en train de vivre à tous les jours. C'est-à-dire que vous rentrez le soir, les exemples faciles, c'est vous rentrez le soir, puis rendu à 10 heures, vous n'êtes toujours pas couché. Mais non seulement ça, mais vous êtes en train de regarder la télévision avec une grosse luminosité dans la chambre où vous êtes. Alors là, je vais en parler un peu plus tard, mais il y a plusieurs items aujourd'hui dans notre société qui font qu'on ne sent plus le rythme circadien. On n'écoute plus les signes de notre corps. Et le rythme ou le système le plus important, bien entendu, pour cette présentation, c'est le sommeil et l'éveil. Alors, quand le soleil va se coucher, votre corps va envoyer un signal à, à des systèmes pour commencer à sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine pour dire, OK, ça y est, le soleil s'est couché, on sécrète de la mélatonine, il y a des systèmes qui vont commencer à diminuer, il y en a d'autres qui vont augmenter. Ça, c'est la première indication que vous allez avoir de votre corps qui vous dit que c'est le temps du sommeil. Puis là, à l'inverse, quand c'est le matin, ben, vous allez vous réveiller parce que votre corps a assez dormi. Et s'il y a de la lumière dehors, ben, ça va être une indication que c'est le temps de se réveiller. Donc, le point à retenir ici, c'est que toutes les sources de déconcentration, là, d'interruption cognitive, là, encore une fois, je vais en revenir plus tard, tout ça va vous empêcher de respecter votre rythme circadien ou même de l'écouter. Ensuite, faire de l'exercice physique. Alors, c'est assez évident, tout le monde le sait, que faire de l'exercice physique, ça aide à s'endormir. Moi, je vais juste vous rajouter un petit aspect un peu scientifique là-dessus. Ouais, OK. Donc, vous voyez ma main qui trace, imaginez-vous que c'est une courbe. Ça, c'est le matin, puis ici, en haut de la courbe, c'est le soir. Alors, pendant la journée, au fur et à mesure que la journée se déroule, vous accumulez une substance qui s'appelle de l'adénosine. OK? Plus vous êtes actif, donc plus vous montez les marches au lieu de prendre des escaliers roulants, plus vous travaillez debout au lieu de travailler assis, plus vous faites du sport, plus vous allez faire une activité physique, plus le niveau d'adénosine à la fin de la journée va être important. Et ça va vraiment vous endormir. C'est comme votre marchand de sable. Là, vous allez recevoir un gros sac de sable. Et à la fin de la journée, il va falloir absolument que vous couchiez pour que cette adénosine s'en aille. Fait que finalement, l'adénosine, elle est comme vidée de notre système lorsque vous allez vous coucher. Alors, quand on fait de l'exercice physique, rappelez-vous de ça, je vais y revenir aussi plus tard, mais on accumule de l'adénosine. L'adénosine, c'est notre ami, ça nous permet de nous coucher. Je continue avec le troisième truc, troisième astuce, donc la caféine, la fameuse caféine. Ça, c'est une recommandation, OK? C'est de ne plus boire de café après 13 heures. Je vous dirais sincèrement, si vous êtes bon avec un café par jour, c'est encore mieux, idéalement le matin, j'espère. Mais la caféine, en fait, c'est comme un vice caché parce que il y a des gens comme moi qui la métabolisent très mal, c'est-à-dire que le matin, quand j'ai bu mon espresso, je le sens des heures et des heures plus tard. Alors, je ne bois pas plus qu'un café par jour. Et il y a d'autres gens, comme mon ami, qui prennent un café à 10 heures le soir, puis après ça, qui clament s'endormir facilement. Alors, le problème avec la caféine, c'est que vous soyez un mauvais ou un bon métabolisateur de caféine, si elle reste dans votre sang, euh, donc si vous en avez pris très tard dans la soirée, elle va affecter votre sommeil profond. OK? Alors, on retourne sur le principe du sommeil profond. Alors, le sommeil profond, qui est celui qui vous permet de récupérer mentalement, physiquement, va être affecté par la caféine, même si vous la métabolisez bien. Donc,
la recommandation que je donne, moi, à mes clients, c'est après 13 heures, on arrête. La réalité, c'est que si vous buvez encore du café en après-midi, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez dormi ou qu'il y a eu un problème avec votre nuit précédente. Parce que finalement, le café, ça sert juste à exciter le système nerveux. C'est bon au goût, là. Mais ce que ça fait juste exciter le système nerveux. Donc, on évite autant que possible après 13 heures. Dans le même ordre d'idée, on ne veut pas abuser d'alcool. Et carrément, moi, je dirais, on veut essayer d'éviter l'alcool, sauf pour des occasions. L'abus d'alcool, c'est un peu comme la caféine où je ne pourrais pas vous dire combien de verres, là, ça dépend de votre grandeur, de comment vous gérez votre alcool, mais ça fonctionne comme la caféine, c'est-à-dire que l'alcool va affecter votre sommeil profond. Donc, encore une fois, si vous avez un petit peu trop bu, puis vous allez au lit le soir à minuit, 1 heure, 2 heures, puis vous vous endormez immédiatement, vous allez me dire, ouais, mais moi, Joseph, l'alcool, ça me permet de dormir. Oui, en effet, peut-être que ça te permet de tomber inconscient plus rapidement, mais il y a une différence entre l'inconscience et le sommeil. Ce n'est pas du tout la même affaire. Donc, encore une fois, c'est votre sommeil profond qui va en écoper. Alors, on évite l'alcool, on évite les abus d'alcool, puis bien entendu, on essaie de garder ça pour les occasions spéciales. Je continue. Ne pas trop boire, puis là, j'aurais dû écrire d'eau, mais ne pas trop boire d'eau finalement en fin de journée. Celle-là, je pense qu'elle est assez évidente, mais je vais vous donner un peu plus de détails. Ceux qui se réveillent le soir une fois, c'est bien. 2 fois, c'est beaucoup. 3 fois, j'ai eu un client une fois, 3 fois. C'est sûr que c'est un problème parce que, tu sais, à chaque fois que vous vous levez de votre lit, c'est une chance que vous donnez à votre petit hamster qui est dans la tête de se mettre à tourner. Et une fois qu'il tourne, c'est plus difficile à contrôler après ça. Fait qu'on veut absolument éviter de se réveiller la nuit pour aller uriner. Et on a toutes les capacités nécessaires pour le faire. Là, ce que je veux vous dire, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que, encore une fois, là, on retourne au rythme circadien. Le rythme circadien, lui, il a un rôle là-dedans. Parce que ce qu'il dit ou ce qu'il gère, entre autres, le rythme circadien, ce sont vos reins, pardon. Pas les reines de Noël, non. Alors, ça va gérer vos reins. Donc, les reins qui sont vos filtres, là, qui finalement s'occupent de filtrer votre sang, de retirer l'eau, l'excédent d'eau. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que à votre réveil, les reins montent en overdrive, désolé pour l'anglais, mais ils montent en overdrive et selon quelques études, ils peuvent rester comme ça pendant 10 heures. OK? Ça veut dire que, disons, vous réveillez à 7 heures le matin, de 7 heures le matin jusqu'à 5 heures l'après-midi, vos reins vont être en overdrive parce que, tu sais, le signal a été envoyé que c'est la journée, donc le corps anticipe que vous allez boire beaucoup d'eau parce que c'est difficile de boire de l'eau quand vous faites de l'eau. Alors là, les reins se mettent à pomper beaucoup plus. Je vous dis ça parce que vous devriez profiter de cette période-là, des 10 premières heures de la journée. Et vous en profitez comment? Ben, vous mettez un chronomètre, une horloge, une application, ce que vous voulez. À chaque heure, vous prenez un verre d'eau pendant ces 10 heures-là. À 5 heures, là, si vous êtes réveillé à 7 heures, à 5 heures, normalement, vous auriez bu 2,5 litres d'eau si ce n'est pas plus. Normalement, à 5 heures, vous ne devriez plus avoir besoin d'eau jusqu'à votre coucher. Okay? À moins que vous ayez couru un marathon ou quoi que ce soit. Là. Mais normalement, avec 2,5 litres d'eau, on est bon pour le restant de la soirée. Alors, à 5 heures, ce serait votre dernier verre d'eau. Puis après ça, vous allez vous coucher, admettons, vers 9-10 heures. Normalement, ça devrait régler des problèmes d'incontinence le soir. Je continue avec numéro 6 qui a l'air un petit peu évident. Attention aux médicaments et ou aux suppléments. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que sans le savoir, il y a des gens qui vont acheter des médicaments over the counter. Je n'ai pas trouvé la traduction, mais vous savez, les Advil, les Tylenol, tout ce que vous pouvez acheter sans consulter le pharmacien et ou les suppléments quand vous allez chez Rachel Berry, à l'épicerie, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui vont en acheter sans vraiment lire la mise en garde, mais souvent la mise en garde va dire créer de la somnolence ou créer du réveil. Donc, c'est quelque chose à faire attention. Là. Vous ne pouvez pas juste assumer que les médicaments et ou les suppléments peuvent être pris à n'importe quel moment de la journée. Ce n'est pas vrai. De manière générale, là, mais c'est vraiment très général, moi, je vous inviterai à prendre vos vitamines pour les suppléments. Là. Je vous inviterai à les prendre le matin.
Donc, le matin, au réveil, on veut prendre des vitamines, puis le soir, au coucher, on veut prendre nos minéraux. Euh, Normalement, vous devriez être correct avec ça, mais encore une fois, vous êtes mieux de lire la mise en garde. Faire une sieste, virgule au besoin. Le virgule au besoin est important. Alors, pour ceux d'entre nous qui ont atteint un certain âge de sagesse, eh bien, la sagesse vient malheureusement avec une machinerie qui se fait plus vieille et moins efficace. Fait que si vous avez atteint un certain âge et que vos habitudes de vie sont exceptionnelles, sont parfaites, bravo. Mais si vous n'arrivez toujours pas à dormir, c'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est juste parce que la machinerie, encore une fois, ne fonctionne plus comme il faut. À ce moment-là, pour ces gens-là spécifiques, je vous dirais, ben, la sieste devrait être intégrée, là. Vous devriez absolument penser à faire une sieste, sans vous sentir mal de ça. On va intégrer une sieste, là. Normalement, deux, ce serait beaucoup trop, là, mais on va intégrer une sieste l'après-midi vers 2-3 heures. Là, il y a beaucoup de personnes qui ressentent le besoin. Et puis, rappelez-vous, là, je reviens sur l'adénosine. Rappelez-vous donc, l'adénosine s'accumule au fur et à mesure qu'on est réveillé, puis elle diminue lorsqu'on se couche. OK, là, j'ai entendu un petit bruit, je suis sûr. Donc, l'adénosine diminue lorsqu'on se couche. Alors là, vous me voyez peut-être venir, si vous faites une sieste à 2 heures de l'après-midi, puis que vous dormez 2-3 heures, il y a des chances que vous allez tout évacuer votre adénosine. Et là, rendu à 10 heures, 11 heures, minuit le soir, vous n'en aurez pas accumulé assez pour vous permettre de vous endormir. Alors, la sieste, encore une fois, c'est à utiliser comme outil quand on a vraiment tout essayé. Tu sais, comme la nutrition est belle, l'activité physique est belle, la gestion du stress est belle, mais on est encore fatigué. Puis, comme je vous dis, de manière générale, des adultes, tu sais, jusqu'à, je vais dire, 60 ans, là, normalement, ça ne devrait pas être nécessaire, mais ne vous sentez pas du tout mal d'en faire une, passez ça, parce que c'est absolument nécessaire. Encore une fois, le sommeil, très important. Ensuite, le numéro 8, établir une routine de sommeil. Je pense que quelqu'un a levé sa main, juste vous dire que je vais prendre toutes les questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les dans le clavardage, ça va être plus simple. Établir une routine de sommeil. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous le savez très bien, la routine de bébé est absolument cruciale. C'est-à-dire qu'un bébé vit le moment présent. Tu sais, un bébé n'a pas de téléphone, n'a pas de responsabilité, rien. Fait que le bébé vit le moment présent. Et quand on instaure une routine de sommeil pour le bébé, très tôt, normalement, en fait, physiologiquement, à partir de 4 mois, le bébé serait capable de faire ses nuits. Et les parents sont très contents parce que pendant 8 à 9 heures, ils sont capables de dormir, ce qui est exceptionnel. Alors, le bébé va faire des liens avec cette routine du sommeil. Tu sais, il va manger quelque chose, puis après ça, le bain. Tu sais, il y a un bain par jour. J'assume que vous en donnez juste un par jour. Après ça, il va avoir peut-être une chanson, une histoire. Fait que, éventuellement, son cerveau va faire les liens avec ce qui suit, tu sais, comme le repas, le bain, la chanson, ou mettons l'histoire puis la chanson. Fait que là, il va faire une association avec le sommeil et pour lui, ça va être le temps de se préparer à s'endormir. Les adultes, on fonctionne de la même manière, pardon. Ce n'est pas parce que nous sommes des adultes que nous n'avons plus besoin de routine. Au contraire, si vous n'avez pas de routine, il y a des bonnes chances que vous aviez de la difficulté à gérer votre stress. La routine est un outil essentiel pour gérer le stress. Entre autres, dans la routine du sommeil, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Comme le bébé qui sait que le bain, ou mettons le lit va suivre après le bain. Pour vous, c'est important de savoir qu'est-ce qui va arriver là-dedans. Puis, la routine de sommeil, on veut commencer, mettons qu'il est 6 heures, vous rentrez du travail. Tu sais, on veut commencer avec des activités qui sont plus stimulantes, puis on veut doucement, tranquillement s'en aller vers des activités qui sont de moins en moins stimulantes. Fait que, tu sais, votre routine du sommeil va commencer, mettons, avec un repas. Après ça, vous allez peut-être décider de regarder un peu de télévision. Là, vous me direz, c'est peut-être aussi stimulant que le repas, probablement. Après ça, moi, mon conseil, ce serait d'éteindre les écrans à ce moment-là. Après ça, vous allez peut-être aller prendre un bain, une douche, vous allez lire, peu importe. Mais tu sais, ce que vous êtes en train de faire, là, c'est que vous êtes en train
votre système nerveux là, qui était très excité par le retour du travail, ben, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de lui indiquer que doucement, tranquillement, on va suivre la routine qui va nous amener au sommeil. Et cette répétition de la routine est importante et ça va vraiment, ça c'est quelque chose qui est quand même assez courant avec les clients que j'ai vus. On arrive tous à l'heure X, puis on a une tonne de choses à faire avant de pouvoir décanter le soir. Euh, Souvent, c'est ça le problème, en fait, c'est que, tu sais, avant de pouvoir décanter, il est 10 heures, puis là, on a envie de regarder la télévision, on a envie d'appeler des amis, on a envie de si on a. Fait que, autant que possible, je vous dirais, il faudrait commencer avec une routine du sommeil, tu sais, à partir de l'heure qui peut vous convenir, là, mais vous devez vraiment penser, je commence avec des activités qui vont me stimuler, mais je veux vraiment commencer à relaxer mon système nerveux, à le calmer. Donc, ensuite, donc, là, ça va, les points qui vont suivre, vous allez voir, se rattachent tous plus ou moins à la routine du sommeil, mais euh, le rythme circadien, en fait, celui-là, il se rattache aussi au rythme circadien. Donc, une autre chose que le rythme circadien fait, c'est qu'il dit à votre corps, OK, là, c'est le soir, je vais descendre la température corporelle. Donc, je vais descendre ta température pour que tu puisses t'endormir facilement et que tu puisses rester endormi longtemps. Alors, en effet, tu sais, comme pendant le jour, admettons que vous avez une température corporelle de 37 degrés Celsius, le soir, vous allez être plus froid, plus frais. Les variations, normalement, seraient de 1 degré à 1,5, mais ça peut être plus que ça. Mais tu sais, le soir, vous allez passer, mettons, de 37 degrés Celsius à 35 degrés Celsius. Et puis, ça, c'est important pour que votre corps puisse s'endormir et rester endormi. Alors, je vous ai expliqué tout ça parce que qu'est-ce que le bain ou la douche chaude font? Eh bien, ils vous permettent de vous refroidir. En effet, euh, quand vous êtes dans un environnement chaud, tu sais, quand vous êtes dans un bain chaud, dans une douche chaude, ben, votre corps a chaud. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il a chaud? Ben, il veut se rafraîchir, donc il va suer, il va y avoir des évaporations par la respiration, il va faire tout ce qui est nécessaire pour descendre la température corporelle. Alors, c'est pour ça, entre autres, que quand vous sortez du bain ou de la douche, avec l'évaporation, vous avez des petits frissons, il fait frais. Ben, tout ça, c'est parfait. Ça, ce qu'on veut, ça va aider le corps à se préparer. Tu sais, dans la routine du sommeil, ça va nous aider à nous préparer pour le sommeil qui va suivre. Ensuite, on veut ajuster la température ambiante de la chambre à coucher. Je vais prendre comme exemple l'hiver, c'est plus simple. L'hiver, en fait, il fait froid dehors, on le sait tous. Vous ne voulez pas vous coucher avec la même température. Mettons, vous gardez votre thermomètre à 22 degrés Celsius le soir, pardon, le jour. Vous ne voulez pas aller vous coucher avec du 22 degrés Celsius le soir. Vous voulez absolument descendre ça. D'ailleurs, même les ORL recommandent de descendre la température le soir pour les sinus. Mais encore une fois, tu sais, comme on vient de prendre le bain ou la douche chaude, ou peut-être qu'on ne les a pas pris, mais on veut penser à réduire la température ambiante parce que finalement, quand vous dormez dans une chambre qui est froide, mais que vous êtes sous des couvertes chaudes, c'est plus facile à votre corps de tempérer votre température corporelle. C'est plus facile pour lui d'ajuster la température corporelle. Puis, ben, tu sais, le contre-exemple que j'ai à ça, c'est quand vous avez le malheur de ne pas avoir de climatiseur et qu'il y a une canicule, pour ceux qui le savent, tu sais, votre réveil ou, pardon, votre sommeil va ressembler à coucher, ben, en fait, dodo, réveil, dodo, réveil, dodo, réveil. On a l'impression de se réveiller constamment quand il y a une canicule. C'est parce que votre corps est en train d'essayer de se refroidir. Puis là, tu sais, comme finalement, vous êtes fatigué, vous endormez. Puis là, finalement, il fait trop chaud. Fait que là, le corps a chaud, fait que vous vous réveillez. Tu sais, ça fait des cycles comme ça qui n'en finissent plus. Alors, on prend le bain ou la douche si ça me tente. On ajuste la température. Ça, c'est obligatoire dans le niaise. Ensuite, encore une fois, dans la routine du sommeil, on veut éviter les écrans. Puis là, je parle, bon, les écrans lumière bleue spécifiquement. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, tout le monde devrait le savoir, là, mais la lumière blanche, elle est composée de tous les spectres de couleurs. Tu sais, quand il y a un arc-en-ciel dehors, c'est de la lumière blanche qui est décomposée dans tous les spectres de couleurs. Et la lumière bleue,
elle est très énergétique ou elle a une intensité très importante. OK? Qu'est-ce que ça fait? Quand elle frappe votre rétine, là, il y a des photorécepteurs qui sont très sensibles à ça. Donc, entre une lumière rouge qui est qui est peu énergétique et la lumière bleue va avoir un effet excitateur sur ces petits photorécepteurs-là. Elle envoie le signal au cerveau, lui dire: Ah, c'est encore le jour. Moi, je reçois de l'intensité lumineuse qui m'indique que c'est encore le jour. Alors, les écrans, en fait, le problème, c'est que c'est beaucoup de lumière bleue. La plupart du temps, là, il y a beaucoup ils vendent des filtres, puis vous pouvez mettre des ajustements sur votre téléphone, tout ça, pour réduire la luminosité. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes, moi, je suis à même pas 1 mètre de mon écran d'ordinateur. Quand vous êtes tellement proche, même si vous avez mis les filtres et tout ce qu'il faut, il y a encore beaucoup de lumière bleue qui est présente, donc qui va frapper votre rétine, donc qui envoie le signal au cerveau que c'est encore le jour parce que je reçois de la lumière intense. Rappelez-vous que euh, au lever du jour, notre corps sait que c'est le moment de se réveiller parce qu'il voit le soleil se lever. Donc, les écrans, mon conseil, ma recommandation, c'est surtout qu'on est rendu esclave de nos écrans, malheureusement, là, c'est que à un moment donné, il faut arrêter. Il va falloir que vous donniez 1 heure où est-ce que c'est fini. Idéalement, vous rangez tout à l'extérieur de la chambre, même sur un autre étage si possible. Et puis, ben c'est ça. Finalement, on évite les écrans à partir d'une certaine heure. C'est vraiment pour commencer à se calmer le système nerveux. Ensuite, dans le même ordre d'idée, une fois qu'on a mis les écrans de côté, ou en fait, ça, finalement, ça serait peut-être en même temps ou même avant, ben, ce qu'on veut faire le soir, c'est qu'on veut réduire l'intensité lumineuse. Donc, encore une fois, là, le rythme circadien qui fonctionne avec le lever du soleil et le coucher du soleil, ben, aujourd'hui, malheureusement, on habite dans une époque moderne où est-ce qu'on est capable d'avoir une intensité lumineuse qui se rapproche du soleil. Fait que, mettons, vous êtes à Times Square, à New York, à minuit, un jour de semaine, peu importe, ben, vous allez avoir de la misère à vous endormir parce que l'intensité est tellement forte. Donc, chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Le truc simple, c'est que tout ce qui est encastré, toutes les lumières encastrées, à partir d'une certaine heure, idéalement, vous devez les éteindre. Si ce n'est pas possible, vous devez les tamiser. Si ce n'est pas possible, sincèrement, allez vous acheter un tamiseur. Là, pour le prix que ça coûte, ça vaut la peine. Alors, une fois qu'ils sont éteintes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt privilégier les lampadaires ou les petites tables, les petites lumières de chevet. Donc, des lumières qui se situent plus bas que notre champ de vision, puis qui font de la lumière par terre. On veut vraiment se mettre dans une ambiance de soirée romantique. Euh, que ça le soit ou non au final, là, mais le but, c'est vraiment d'aller dans une ambiance où est-ce que, il y a de moins en moins de lumière de haute intensité. Alors, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, est de plus en plus sécrétée dans votre corps, donc elle peut faire son travail de vous endormir. Alors, le soir, on éteint les lumières, on les réduit. Et à l'inverse, le 13e astuce, c'est que le matin, on veut faire exactement l'inverse. Autant c'est important de réduire l'intensité lumineuse le soir, autant c'est important de la booster ou l'augmenter autant que possible le matin. L'idéal, là, c'est l'été. Le soleil se lève à 5h30, c'est plus le cas malheureusement, mais l'été, vous sortez dehors puis vous prenez un petit bain de lumière ou un bain de soleil de 5 minutes quand le soleil est encore à l'horizon. La réalité au Québec, c'est que c'est difficile à faire parce qu'on n'a pas un été qui dure très longtemps. Fait que moi, mon conseil là-dessus, c'est le matin, quand vous allez vous réveiller, allumez toutes les lumières de la maison, des pièces où est-ce que vous êtes situé. Là. Ça ne sert à rien d'aller allumer les lumières des autres endroits, mais si vous êtes en bas dans le salon ou en haut dans la salle à manger, ou peu importe où vous êtes, là, allumez toutes les lumières que vous pouvez trouver. Alors, essayez de créer comme un stress lumineux, en fait. Ça va vous aider. Et puis l'autre chose que vous pourriez faire, moi personnellement, je n'en ai pas, mais je crois que ça peut être très bénéfique pour certaines personnes qui ont l'habitude de traîner au lit, c'est de vous acheter
un réveil lumière, là. J'appelle ça comme ça. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous savez, les fameux réveils qui augmentent en intensité, ben, en fait, qui commencent à s'allumer 15-20 minutes avant l'heure à laquelle vous avez programmé. Donc, l'intensité lumineuse va commencer à augmenter, augmenter, augmenter. Puis finalement, à 6 heures, quand c'est le temps de vous lever, elles sont relativement lumineuses ou avec une intensité assez importante. Fait que ça devrait vous aider à vous réveiller le matin parce que l'affaire que vous ne voulez pas faire, c'est rester au lit, puis somnoler, puis appuyer sur le snooze, qui est la pire invention, selon moi, là, mais bref. Alors, le matin, on s'inonde de lumière autant que possible. Ensuite, numéro 14, ce n'est pas Chiroposture qui m'a demandé de mettre ça ici, je vous l'assure. Mais tu sais, je veux juste vous rappeler que vous allez passer 33% de votre vie dans ce matelas avec la tête sur l'oreiller. Tu sais, pour le mettre en perspective, là, pour ceux qui aiment les chiffres, imaginez que vous vivez 99 ans, 33 années de votre vie vont être au lit. 33 années, là, 33 ans, là, 365 jours fois 33. Fait que le char de l'année ou le téléphone de l'année ou le vêtement de l'année, là, c'est vraiment une dépense, mais le matelas et l'oreiller de l'année, c'est vraiment un investissement. Puis, tu sais, pour des conseils là-dessus, ben, c'est sûr que je vous réfère vers Chiroposture parce que c'est eux les spécialistes. Mais, tu sais, profitez des offres les matelas, en tout cas, les oreillers, je ne pense pas, là, mais les matelas, vous pouvez l'essayer pendant une trentaine de jours, quelque chose comme ça, mais profitez-en, puis investissez qu'est-ce qu'il faut là-dedans. Et surtout, ben pas surtout, mais, tu sais, rappelez-vous que, disons, vous aimez ça dormir en couple et que vous êtes tous les deux collés le soir et puis que ça fait votre bonheur, ben, vous n'avez tout pas besoin d'un lit king. Ceci dit, si vous n'aimez pas vous coller le soir, que vous aimez ça avoir votre place, ben, le lit double, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis même si le lit king va prendre beaucoup de place dans votre chambre, encore une fois, vous allez passer 33 ans dans le lit. Fait que, je pense que ça vaut la peine. Au pire, achetez-vous une autre maison, faites des rénovations, mais investissez comme il faut là-dedans. Finalement, le dernier truc, ne vous battez pas contre l'insomnie. Puis là, je ne veux pas irriter personne sur cet appel. Je ne vous connais pas tous. En fait, j'en connais pas beaucoup. Mais l'insomnie, je sais que c'est difficile pour les gens qui en souffrent. Puis, tu sais, je dis, je sais, je n'en souffre pas moi-même, mais je sais que c'est compliqué parce que moi, après une ou deux mauvaises nuits, je suis désagréable puis je me sens pas bien. Fait que je peux même pas imaginer c'est quoi si ça m'arrivait couramment. Mais en fait, c'est comme une façon de dire aux gens qui souffrent d'insomnie que finalement, l'insomnie, bon, première chose à savoir, c'est que votre corps va toujours dormir, va toujours réussir à dormir quand il va avoir besoin de dormir. Même quand vous n'avez pas l'impression de dormir, tu sais, comme j'entends souvent ça, est-ce que tu as bien dormi? Ah, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil. Ben, la réalité, c'est que vous dormez. Tu sais, la réalité, c'est que vous êtes vraiment en train de dormir et votre corps est en train d'aller chercher la récupération nécessaire pour vous permettre de continuer à vivre. Tu sais, le corps ne va pas se laisser mourir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, tu sais, premièrement, dites-vous que vous êtes en train d'atteindre le minimum, c'est sûr. Fait que pas besoin de s'inquiéter là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que je voulais rajouter dans ne vous battez pas contre l'insomnie? En fait, c'était pour vous dire que l'insomnie, pour ceux qui en souffrent, ça peut être un problème lié à la gestion mentale de c'est quoi être insomniaque. Par là, je veux dire que l'insomnie crée de l'anxiété. L'anxiété peut créer de la dépression va créer de l'insomnie, puis comme ça devient comme une boucle. Vous n'êtes même pas obligé de mettre la dépression là-dedans, mais plus vous êtes anxieux de votre insomnie, plus vous allez faire de l'insomnie, plus vous faites de l'insomnie, plus vous êtes anxieux. Vous me voyez aller, là, ça fait comme un cercle vicieux. Comment on fait pour briser des cercles vicieux dans la tête? Parce que le cercle vicieux, ça se passe dans votre tête, c'est l'anxieux qui se met à courir. Eh bien, il y a plusieurs façons. Moi, celle qui a fonctionné avec moi, c'est la méditation. J'ai pris un cours de méditation, j'ai appris à méditer et quand le hamster tourne, je médite. Si vous n'aimez pas la méditation, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez lire un livre, vous pouvez faire
peu importe c'est quoi, l'objectif, c'est d'essayer de contrer l'anxiété que l'insomnie vous amène en vous relaxant. Puis, ça a l'air facile quand je le dis, mais il y a des manières prouvées de calmer le système nerveux. La méditation, c'est une manière prouvée scientifiquement pour calmer le système nerveux. Alors, si l'insomnie vous crée du stress mental, euh, je vais vous recommander la méditation, mais sinon, essayez quelque chose d'autre pour commencer, puis regardez comment ça se passe. Sur ce, je vais finir avec cette dernière diapo, pardon, une petite promotion avant de vous passer aux questions. Mais en fait, en septembre, peut-être que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, mais j'offre une analyse de composition corporelle gratuite. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça ressemble à ce que le petit monsieur à droite est en train de faire. Donc, vous êtes debout en short ou non, là, peu importe, mais vous êtes pieds nus avec des poignées dans les mains. Et là, il y a des petits courants électriques qui passent à travers votre corps et on calcule la masse musculaire et la masse grasse. Donc, la machine va calculer, va estimer en fait votre masse musculaire et votre masse grasse. Pourquoi c'est important, puis pourquoi je l'offre? Ben, en fait, pour moi, c'est la première étape. Quand je rencontre des nouveaux clients, c'est la première étape pour moi, c'est cette composition corporelle. Parce que ma clientèle a toute 40 ans et plus. Et puis, c'est important à un moment donné dans la vie de savoir où est-ce qu'on se situe. La masse grasse, là, tout le monde a une bonne idée de où est-ce qu'on se situe. On n'a pas besoin d'une machine pour ça. Mais la masse musculaire, vous avez besoin d'une machine, à moins que vous allez vous entraîner tout le temps. Là peut-être moins, mais la plupart des gens ont besoin de savoir où ils se situent. Pourquoi la masse musculaire est importante? À cause de la sarcopénie, qui est un syndrome qui affecte 100% des gens. Donc, que vous soyez sédentaire ou que vous soyez actif, vous allez être impacté par la sarcopénie. C'est quoi la sarcopénie? C'est vos muscles qui vont s'atrophier avec le temps. Donc, en vieillissant, les muscles s'atrophient. Puis qui dit s'atrophier dit on va commencer potentiellement à être voûté. On va avoir de la misère à ramasser les sacs d'épicerie. On va avoir de la misère à monter les marches. On va avoir de la misère à se déplacer. Éventuellement, ça pourrait mener à une perte d'autonomie complète là, ou partielle. Alors, il n'est jamais trop tard, puis tu sais, je pèse mes mots, là, il n'est jamais trop tard que vous ayez, si vous avez 20 ans, c'est sûr que non, mais que vous ayez 40, 50, 60, 70, 80, 90, il n'est jamais trop tard pour commencer à travailler sur sa masse musculaire. Alors, si vous êtes intéressé à savoir c'est quoi votre masse musculaire, ben, vous pouvez prendre rendez-vous en m'envoyant un courriel ou pour ceux qui sont un peu plus technotroniques, vous pouvez prendre le code QR en photo, puis ça va vous amener vers le lien de réservation. C'est une analyse que je fais à la clinique Chiroposture, puis ça dure une quinzaine de minutes. Puis en fait, l'analyse dure 30 secondes, mais moi, je vous parle après ça, je vous explique les résultats pendant 15 minutes. Alors, sur ce, je vais prendre des questions s'il y en avait. Puis Pascal, je vais peut-être aller dans le chat, je n'ai pas du tout regardé. OK, je peux peut-être commencer avec les questions. Ça te va, Pascal, oui? Oui, en fait, il y a Mishka qui avait levé sa main en premier, puis ensuite, il y a Vincent. Puis après, moi, j'ai rajouté une question, puis aussi le nom que tu cherchais là, pour le réveil matin, c'est un simulateur.